je vais commencer par me présenter. Donc Agnès Salinas, HDR en psychologie cognitive et en tant que directrice du laboratoire CEREV, qui est le centre de recherche sur les risques et les vulnérabilités, et bien, qui est laboratoire aussi de l'université de Caen, Normandie, qui est hébergé au sein de cette maison de la recherche en sciences humaines, eh bien, je tiens à souhaiter la bienvenue et à remercier les personnes participant à ce colloque international sur robots et réalité virtuelle en santé mentale. Donc, je vais préciser que nous avons à côté de cet amphi MRSH une superbe salle immersive au CIREV, qui est le centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, qui est doté de 46 mètres carrés au sol et de 118 mètres carrés de projection sur les murs en réalité virtuelle, avec un tapis roulant, des casques, des gants connectés. Et la surface est l'une des plus grandes existantes en milieu universitaire. Cet amphi MRSH est utilisé pour diffuser et expérimenter ses résultats. Donc, je remercie en tout premier lieu Cécile Dolbeau-Bandin, qui est responsable scientifique et membre du CEREV, notre laboratoire, et qui a organisé au mieux cette manifestation avec notre gestionnaire de laboratoire, Muriel Boulanger. Et je remercie également beaucoup Serge Tisseron, qui est chercheur au CRPMS à l'université de Paris 7, Paris Diderot, qui est membre fondateur et président de l'IERHR, c'est-à-dire l'Institut pour l'étude des relations homme-robot, et qui nous fera l'honneur de faire l'introduction générale du colloque. Je remercie également Olivier Duris, doctorant à l'Université de Paris 7, et Frédéric Lemarchand, sociologue et co-directeur avec moi du CEREV, qui font partie du comité scientifique du colloque, du comité d'organisation. Donc ce colloque est à la fois international, avec par exemple des chercheurs de l'Université de Liège, mais c'est aussi un colloque pluri-interdisciplinaire avec des chercheurs en psychologie et sous-domaines de la psychologie, mais également en psychiatrie, en médecine, en philosophie et en infocom, bien sûr. Alors, les nouvelles technologies ont permis des avancées très importantes, et cela ne cesse de progresser. Robots et réalité virtuelle et ou réalité augmentée vont changer notre quotidien. En psychologie, des opportunités nouvelles sont créées, aider des personnes vulnérables souffrant de troubles spécifiques des apprentissages ou des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui est coûteux en termes de médiation répétitive, coûteux en temps, en énergie mentale, parfois en ennui chez les thérapeutes, les psychothérapeutes ou éducateurs, lorsqu'il s'agit d'aide ou de remédiation cognitive ou clinique à donner de façon répétitive avec des enfants ou des adolescents. Or, le robot, ou utiliser la réalité virtuelle, eh bien, le robot ne se fatiguera pas. Le casque ne se fatiguera pas. Et on va pouvoir proposer des rééducations ou des remédiations de cette manière. Autre exemple d'opportunité pour des populations vulnérables, un rôle social, l'interaction, de stimulation, par exemple, des personnes âgées, isolées ou dépendantes en institutions telles que des EHPAD. Le robot peut s'avérer utile et je découvre par exemple qu'on a de nos jours des robots qui sont des coachs sportifs utilisés avec des personnes âgées ou alors des objets d'interaction qui favorisent la récupération d'un bon moral. Serge Tisseron a écrit des articles en 2013 et 2015 par exemple sur les diverses formes de l'empathie dans les jeux vidéo en ligne, ou encore il a testé l'empathie avec des robots, avec son groupe de recherche. Il nous en parlera sans doute tout à l'heure. À quel niveau fixer cette empathie? Le robot peut-il être complémentaire? Peut-il être suffisant?
Des questions éthiques par rapport à des populations vulnérables. Quels sont les seuils entre risque et opportunité? Où sont les enjeux négatifs ou au contraire bénéfiques? C'est l'objectif des discussions, des conférences et tables rondes de ce colloque. L'enjeu est la transformation mutuelle devant ces nouveaux environnements interactifs. Une personne âgée qui peut nager avec des dauphins en réalité virtuelle en posant simplement un casque. D'accord ? C'est le rêve de sa vie. Et elle peut ainsi lutter contre la dépression. Voici une opportunité qui est accessible de nos jours. Étudier la mémoire et l'amnésie grâce à la réalité virtuelle, avoir un robot, comme on l'a vu, coach sportif, pour des personnes isolées ou qui fait des tâches ménagères pour les seniors ou les personnes en situation de handicap. Cela peut être positif. En revanche, on peut discuter d'un robot qui vous frappe pendant que vous jouez à un jeu de réalité virtuelle. J'ai découvert que, par exemple, le youtubeur James Bruton a demandé la construction par des chercheurs de l'université de Portsmouth du jeu suivant. C'est une vidéo qu'il a postée le 13 mai 2019. Donc, un joueur a un bouclier et une batte de baseball en réalité virtuelle. Et alors qu'il est en train de jouer, un robot bien concret lui donne de vrais coups. Voilà, sur son bouclier, il frappe assez fort avec des gants box. Donc il lui assène des coups. Donc cela mêle ici, au niveau psychologique, réalité concrète et réalité virtuelle. Une expérience intense et qui peut faire mal, avec une sensation de danger, ce qu'aiment les joueurs. Comment alors, avec un grand usage de ce type d'interaction, ne pas penser à des risques psychologiques ou des dérives sociétales de type Matrix, je fais référence au film. Cela pose question. C'est avec un grand plaisir et des remerciements par avance que je vais maintenant passer la parole à Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie clinique, HDR, habilité à diriger des recherches, membre de l'Académie des technologies et président de l'IERHR, chercheur à Paris 7, et qui va introduire ce colloque. Je vous souhaite moi-même, au nom du CEREV, de bonnes discussions et de bonnes avancées pour les enjeux très actuels de cette thématique. Merci de cette invitation. Alors merci vraiment à l'Université de Caen pour avoir fait en sorte que nous puissions être là réunis aujourd'hui. L'Université Paris 7 à Paris, anciennement Denis Diderot, vous savez maintenant rattaché à Paris-Sorbonne, et l'URHR, ils y ont contribué chacun pour leur part, mais vraiment l'Université de Caen mérite toutes nos félicitations et même nos encouragements pour l'avenir, pour renouveler de tels événements. Alors, je vous rappelle aussi que ce colloque fait suite à un premier colloque qui a été tenu sur le même thème, robotique et santé mentale, en 2017, et cette fois-là, c'était à Paris, conjointement par l'Université Paris 7, l'Académie des technologies et l'URHR. Et d'ailleurs, les actes de ce colloque sont en vente ici par le libraire, et il s'appelle « Les robots, nouveaux partenaires de soins psychiques ». Et dans ce premier colloque de l'IERHR Paris 7, une académie des technologies, j'avais tenu à ce qu'il y ait un sous-titre en robotique et santé mentale. Ce sous-titre, c'était pour des robots qui aident les malades et qui ne rendent pas malades les bien portants. Et je pense que c'est un fil rouge que nous pourrons continuer à avoir pendant cette journée, puisque ce dont nous allons parler, intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle appliquée à la santé mentale, ça impacte aussi évidemment les soignants et ça impacte aussi évidemment des modes de relations dans lesquels il peut y avoir parfois une bonne part d'imaginaire, une bonne part d'illusion, une bonne part de surestimation des machines. Et donc c'est aussi quelque chose dont nous parlerons. Alors, avant de commencer à vous dire ce que j'avais prévu de vous
dire ce matin, je voudrais attirer votre attention sur un point qui vous a peut-être échappé. C'est que nous allons parler ce matin, donc à travers la robotique, d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle. Mais imaginez un instant que nous n'ayons pas prévu de parler d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle, mais d'intelligence virtuelle et de réalité artificielle. Qu'est-ce que ça changerait? C'est-à-dire, si on change les mots, qu'est-ce que ça change? Alors, vous savez, le mot d'intelligence artificielle a été proposé en 1954 par une assemblée de chercheurs, et à ma connaissance, il a même jamais été discuté. Il est même plutôt discuté aujourd'hui pour être critiqué. Beaucoup de gens disant c'est un très mauvais choix. L'intelligence artificielle, ça crée des tas de quiproquos. Les gens croient que ce serait l'équivalent d'une vraie intelligence, parce qu'il y a intelligence. Non, ce n'est pas le cas. En revanche, réalité virtuelle a été énormément discutée. Par Gilles Deleuze, d'abord, philosophe incontournable en France et même à l'international, évidemment, et puis par Pierre Lévy. Et vous savez sans doute le résultat de leur cogitation. Pourquoi ce mot de virtuel appliqué à la réalité dite virtuelle? Tout simplement pour reprendre une distinction faite par Aristote en la précisant, puisque Aristote parlait déjà de virtuel, mais il confondait virtuel et potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est potentiel est déterminé, alors que ce qui est virtuel a pour caractéristique de pouvoir apparaître instantanément, sans nécessiter forcément un long laps de temps. Pour vous donner un exemple, ce que donnait Aristote, eh bien, l'adulte est potentiellement présent dans le bébé, l'arbre est potentiellement présent dans la graine. Bon, ça veut dire qu'un oiseau peut manger la graine et la graine ne deviendra jamais un arbre, mais si la graine trouve un environnement favorable, elle devient un arbre, elle devient rien d'autre, mais il faut 10, 15, 20 ans pour que la graine devienne un arbre. Ça, c'est le potentiel. Et Aristote utilisait le même mot virtuel comme synonyme. L'apport de Deleuze ayant été de dire, ben voilà, ce qui est potentiel, ça prend longtemps, et c'est déterminé, ce qui est virtuel, c'est instantané. D'où l'idée que il y a dans nos ordinateurs un tas de choses qui tournent, mais lorsque nous les allumons, ces choses sont instantanément actualisées, le mot virtuel correspond donc à une actualisation instantanée. Si vous m'avez suivi, vous voyez sans doute qu'il n'y aurait aucun inconvénient à parler d'intelligence virtuelle plutôt que d'intelligence artificielle, à la limite d'empathie virtuelle plutôt que d'empathie artificielle, et on pourrait comme ça revisiter le langage. Donc voilà, je vous invite à y réfléchir. Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, le choix de ces deux mots, artificiel et virtuel, ne va pas de soi et mérite, comme tout choix sémantique, d'être questionné. Alors maintenant, je vais en arriver à ce qui me paraît le plus important pour inaugurer un tel colloque, c'est de rappeler quelques balises éthiques essentielles qui vont devoir, je pense, rester présentes dans nos esprits pendant la journée. Il y en a trois, à mon avis. La première, c'est une banalité, mais il faut toujours la rappeler, la maladie et la souffrance sont universelles, tous les malades sont singuliers. Autrement dit, le médecin peut se guider sur des preuves statistiques pour soigner les malades, mais les malades ne se guident pas sur des preuves statistiques pour guérir. Donc ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que quelles que soient les démonstrations scientifiques montrant l'efficacité de certaines technologies avec certaines catégories de malades, on n'est jamais sûr que ça marche avec ceux auxquels on le propose, même s'ils correspondent aux catégories scientifiques, aux catégories statistiques. Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir la plus grande humilité et je dirais même l'esprit de recherche le plus ouvert possible chaque fois que nous proposons une technologie à un patient, même si cette technologie a fait l'objet de nombreuses publications et qu'elle semble parfaitement éprouvée. Un malade qui ne réagit pas positivement à une technologie éprouvée qui est censée en guérir à 99% n'est pas un méchant malade qui refuse de guérir. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie du 1% de ceux pour lesquels ça ne marche pas. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, les traitements ne sont efficaces que statistiquement. Et du coup, quand un traitement ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On en change. Et plutôt que de s'acharner, comme font certains, à toujours essayer le même en augmentant les doses ou en se demandant pourquoi le patient marque autant de mauvaise volonté à accepter ce qui pourtant marche avec beaucoup d'autres. Ma deuxième repère éthique que je voudrais vous évoquer, c'est le fait que il faut être évidemment vigilant dès qu'on utilise des technologies comme les technologies robotiques, l'intelligence artificielle, être très intelligent, être très vigilant et intelligent à ne pas prétendre remplacer l'être humain par la machine. Alors,
quand j'ai fait mes études en psychiatrie, il y avait déjà ce même problème. Ce n'était pas par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la robotique, c'était par rapport aux médicaments. C'était, ça paraît, il semble, peut-être certains d'entre vous ont l'impression que les médicaments ont toujours existé. Ben non, ils ont été inventés, les médicaments psychotropes, dans les années 70, généralisés dans certains hôpitaux lyonnais dans les années 80, à titre expérimental. Et certains médecins à l'époque disaient, ben, c'est formidable. Avec les médicaments, on va pouvoir à la limite se passer des psychothérapies ou d'autres traitements qui étaient utilisés à l'époque, hérités du 19e siècle. Donc l'idée qu'on allait pouvoir remplacer l'humain par la pilule. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait certains malades qui réagissaient bien aux médicaments, d'autres très mal, certains même pas du tout. Et du coup, l'idée est venue qu'il fallait séparer les patients en deux. Ceux qui pouvaient bénéficier du traitement chimiothérapique et ceux pour lesquels on allait essayer d'autre chose. Et puis dans un troisième temps, évidemment, ça tombe sous le sens, on s'est aperçu que la plupart des patients, voire tous, pouvaient bénéficier des deux, mais dans des proportions différentes, adaptées à chaque patient. Et donc du coup, je vous invite à penser les mêmes choses dans l'utilisation des technologies innovantes avec les patients. Utilisons les technologies innovantes pour ce qu'elles nous permettent de faire mieux en termes relationnels. Que les technologies innovantes nous permettent de faire mieux, peut-être plus vite, dans de meilleures conditions humaines, de fatigue, voilà, ce que nous faisions traditionnellement, mais n'ayant pas l'ambition de remplacer ce qui est l'essentiel de la relation thérapeutique, à savoir l'humain, par une machine. Je vous le livre comme une piste de réflexion, puisque nous ne sommes là que pour discuter de pistes de réflexion. Et puis donc le troisième point que je voulais vous évoquer rapidement, c'est la question de l'utilisation de cette technologie spécifique qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est déjà très présente dans nos vies, mais elle est présente d'une façon qui ne nous saute en général pas aux yeux dès qu'elle fonctionne. Par exemple, à Paris, il y a des lignes de métro entièrement automatisées et tout le monde s'y est habitué très vite, comme au micro-ondes, on s'y est habitué très vite, voilà. Les véhicules autonomes, on va s'y habituer très vite, on va s'y installer comme dans notre salon, ils vont nous conduire là où on a envie d'aller. Pas tout de suite, mais je veux dire, quand ça arrivera, aujourd'hui ça nous paraît fantastique, mais quand ça sera là, ça nous paraîtra d'une grande banalité. Mais il y a quelque chose, à mon avis, qui ne nous apparaîtra jamais d'une grande banalité dans les progrès technologiques, c'est le fait qu'une machine nous parle. C'est le fait qu'une machine nous parle parce que ça pose une question existentielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que cette machine qui parle, c'est quelqu'un ? Et ça, vous ne pourrez pas y couper. Et donc, dans les progrès actuels autour de l'intelligence artificielle, on peut avoir l'impression que les progrès qui concernent la voix humaine, la reproduction de la voix humaine, seraient des progrès à la marge. C'est vrai quand on voit que l'intelligence artificielle nous promet d'abolir la maladie, d'abolir la mort, de transformer complètement notre corps avec les nanotechnologies. Quand on voit ça, quand on lit ça, on ne voit pas, mais quand on le lit, on se dit, le fait que la voix soit utilisée par les machines pour que nous puissions communiquer avec elles, ça relève du confort. C'est d'ailleurs ce que disent les chercheurs. Ils disent, finalement, l'interface vocale avec la machine, c'est du confort. Ben oui, c'est du confort, mais du point de vue de la psychologie, ça change tout. Que l'être humain ait affaire à une machine qui lui parle comme un humain, ça va obliger à la fois à interagir avec elle comme avec un humain, mais en même temps à garder à l'esprit que c'est une machine. Or ça, c'est très 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 compliqué. Ça, c'est très compliqué, et donc il faut absolument réfléchir à ça. Et pour ça, il faut absolument, à mon avis, garder à l'esprit que tout ce qui nous permet aujourd'hui de bien distinguer les voix venant des machines des voix venant des humains, ou les compétences venant des machines et les compétences venant des humains, il me semble essentiel que cette distinction soit bien partout établie. Vous savez qu'il existe pour les médicaments ce qu'on appelle un effet placebo. Il est probable que les machines parlantes bénéficieront elles aussi d'un effet placebo qui sera analysé par rapport à des machines qui ne parleraient pas. Et il est même possible que cet effet placebo soit modulé, comme pour les médicaments, la taille du comprimé, sa couleur, le moment de la prise, la tonalité de la voix, son genre, ses intonations, sa respiration. Donc il y a là une voie de recherche considérable qui s'ouvre, simplement autour de la voix, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que d'ores et déjà, il est important de toujours bien poser la différence entre les machines dotées de parole et les humains dotés de parole, qui d'ailleurs peut-être bientôt parleront beaucoup moins bien que les machines.
parce que les machines ne s'énerveront pas, garderont une voix égale, sauront éventuellement adapter leur voix à nos attentes. Et donc, c'est des choses dont on reparlera, mais je crois que dans l'utilisation des robots, et notamment de robots potentiellement dotés de parole, mais même aujourd'hui, s'ils ne sont pas dotés de parole, hein, comme un paro, et l'utilisation d'un AO, c'est toujours très important d'apporter la machine au patient en veillant bien à ce qu'elle soit éteinte, l'allumer avec le patient, devant le patient, puis avec le patient, la faire fonctionner, la laisser au patient s'il est d'accord pour l'utiliser un moment, puis ensuite, au moment où on la reprend, l'éteindre ou la faire éteindre par le patient et la remporter. Voilà, donc je vous tenais à vous évoquer ces quelques repères, non pas parce que je pense que vous ne les ayez pas forcément, que vous n'ayez pas à l'esprit, mais surtout pour vous inviter à éventuellement les rappeler aux intervenants s'ils venaient à les oublier. Voilà, merci de votre attention. Donc...